Oui, OK, bon, désolé, je ne recommencerai pas la présentation complète, mais bienvenue au Café Conférence Forestier, organisé par l'AFOR, l'OIFQ et l'IFC. Donc, quelques petits messages rapides. N'oubliez pas que pour le certificat de formation continue de l'OIFQ, les gens dans la salle, il y a une feuille à l'entrée. Les gens en ligne, vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et vous assurer que votre nom complet est bien inscrit dans le Zoom pour pouvoir vous identifier. Pour la période de questions, pour les gens dans la salle, vous aurez qu'à lever votre main. On va apporter le micro pour s'assurer que les gens en ligne puissent bien entendre. Pour les gens en ligne, vous pouvez inscrire vos questions dans la section conversation et on va les lire pour vous. Donc, aujourd'hui, nous recevons deux conférencières, Audrey Boulanger-Messier, qui est ingénieure forestière, conseillère en environnement dans la division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de la Ville de Québec. Diplômée de l'Université Laval en 2017, Audrey a toujours œuvré en foresterie urbaine, que ce soit durant ses stages, son projet de fin d'études ou ses emplois occupés depuis. En 2018, Audrey fera son entrée à la Ville de Montréal, puis débutera comme ingénieure forestière de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie en 2020. Elle occupera ce poste jusqu'en octobre 2024. Durant cette période, 9 microforêts ont vu le jour dans cet arrondissement, dont 6 chapeautés par Audrey. Depuis octobre dernier, elle occupe maintenant un poste de conseillère en environnement à la Ville de Québec. On reçoit aussi Dominique Barrette, ingénieure forestière et PhD, qui est conseillère à la Ville de Montréal, arrondissement de la Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, division Parc, Foresterie et Transition écologique. Mme Barrette possède plus de 10 ans d'expérience de travail professionnel en foresterie urbaine et est à l'emploi de la Ville de Montréal depuis 5 ans. Les différentes responsabilités de son emploi au sein de la Ville consistent à bonifier la biodiversité des boisés urbains, à réduire l'incidence des espèces végétales exotiques envahissantes et à sécuriser les boisés avec l'abattage stratégique d'arbres potentiellement dangereux. J'ai comme l'impression que vous travaillez avec les frênes. Récemment doctorante en sciences de l'environnement, elle a travaillé dans le domaine de la phytotechnologie avec l'étude des plantes pour l'assainissement et la régénération des parcs à résidus miniers. Elle détient une maîtrise professionnelle de l'Université de Toronto en foresterie urbaine. Ses études de premier cycle en génie forestier de l'Université Laval. Hey, je pardon, mais vite. Ces études, on respire un peu. Ces études, donc, de premier cycle, lui ont permis d'acquérir une base solide de la physiologie de l'arbre et de l'aménagement des différents biomes forestiers du Québec. Donc, elles se sont déplacées aujourd'hui pour venir nous parler de foresterie urbaine, de microforêts en ville et de solutions pour sites miniers. Deux thèmes donc en foresterie urbaine qui seront abordés aujourd'hui. Le concept des microforêts qui connaît un essor dans les villes québécoises depuis 2021. On va parler de son application au Québec, les résultats observés, particulièrement en parlant de ceux dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie à Montréal. Ensuite, on va avoir présentation des conclusions d'une étude visant à déterminer la meilleure pratique pour favoriser l'établissement et la survie des semis-forestiers dans le cadre de la revégétalisation d'un site minier. L'étude s'interroge, faut-il privilégier une couverture de 100 de légumineuses ou de 100 de graminées? Voilà, bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci de l'occasion de venir parler de foresterie urbaine. C'est un de mes sujets favoris de conversation. Fait que, je suis contente de venir présenter aujourd'hui un projet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, les microforêts, ça l'a fait couler beaucoup d'encre, du moins en foresterie, depuis qu'on en a implanté en 2021 à Rosemont. Puis depuis, il y en a beaucoup qui se sont implantés au Québec. On continue. On va y arriver. OK. Ouais, la manette ne fonctionne pas. Mais voilà, donc c'est ça, je vais vous présenter en premier lieu qu'est-ce que le concept de microforêt, d'où ça vient, comment, de quoi ça s'est composé, puis avant de voir comment qu'est-ce qu'on a fait à Rosemont-la-Petite-Patrie avec ça. Après, en premier lieu, c'est ça, je vais vous présenter une mise en contexte sur Rosemont-la-Petite-Patrie parce que j'aimerais ça que vous quittiez pas cette conférence-là en vous disant ils sont complètement fous, les gens en ville, qu'est-ce qu'ils font avec leur foresterie urbaine. Je pense que c'est important de voir dans quel contexte ça a été implanté pour comprendre peut-être l'utilité, du moins l'attrait de ce concept-là. Donc, c'est important de vous présenter Rosemont-la-Petite-Patrie un peu en termes de foresterie urbaine. Euh, donc, voilà. C'est un arrondissement de Montréal. Donc, Montréal, qui est l'endroit le plus densément peuplé à Montréal. Au sein de Montréal, Rosemont-la-Petite-Patrie, dans le dernier recensement, était le deuxième arrondissement en termes de densité de population. Donc, c'est juste après le plateau Montréal qui partage aussi une frontière commune avec Rosemont-la-Petite-Patrie. Fait que c'est
dans l'endroit le plus dense au Québec, c'est aussi un endroit très dense. Donc, qui dit densité de population, dit aussi densité d'infrastructure pour soutenir cette population-là, qui va généralement un peu qui fait un contraste avec la végétation, là. Donc, voilà un portrait de Rosemont. Tout de même, il y a quand même une grande forêt urbaine. Malgré toutes les contraintes qu'il peut y avoir à Rosemont, il y a 35 000 arbres publics. Il y a une différence entre la foresterie urbaine versus la foresterie plus traditionnelle, c'est qu'on dénombre les arbres à l'individuel, généralement en foresterie urbaine, surtout dans un contexte comme Rosemont-la-Petite-Patrie, où il y a un seul boisé public qui est situé complètement dans l'est de l'arrondissement. Fait que, grosso modo, les plantations qui se font à Rosemont-la-Petite-Patrie, ce sont des plantations d'arbres individuels où on coupe le gazon en dessous, en tout cas quand il y a du gazon, là. Fait que les arbres sont vraiment dénombrés de manière individuelle. Donc 35 000 arbres publics. Puis depuis 2021, maintenant, l'arrondissement comporte 9 microforêts. Donc, je vais vous présenter, avant de voir l'application à Rosemont, qu'est-ce qu'une microforêt? C'est un concept qui a été développé par un botaniste japonais qui se nomme Akira Miyawaki. Lui, il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'espèces indigènes en ville. Ça pourrait être le sujet de notre conférence, mais c'est quelque chose qu'on reproche souvent au milieu urbain, le manque d'espèces indigènes. Puis, parallèlement à ça, pas seulement des espèces indigènes, mais ils trouvaient que les citoyens des villes n'avaient pas accès nécessairement à des vieilles forêts, des forêts, disons, plus de fin de succession. Fait qu'ils voulaient un peu permettre aux citoyens d'avoir accès à ça en ville. Donc, il a développé un concept pour donner cet accès-là aux citoyens. Donc, ils plantent de jeunes arbres. Les arbres qu'ils plantent, c'est des espèces de fin de succession, puis ils les plantent de manière très dense pour stimuler la croissance dans des petits espaces, évidemment, parce que dans des milieux, dans des contextes très urbanisés, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'espace pour implanter ce genre de concept. Puis, il y a tout un concept de participation citoyenne pour que les gens s'approprient ces espaces-là, puis il les fait participer à diverses étapes d'élaboration de ces micro-forêts. Donc, voyons voir un peu en image ce que ça donne versus ce qu'on plante habituellement en ville. Donc, pour ce qui est de la densité dans les micro-forêts, c'est 2 à 3 arbres au mètre carré. On parle souvent de 3 arbres au mètre carré. Sur l'image de gauche, c'est ça qu'on voit. Une plantation de micro-forêt à Rosemont-la-Petite-Patrie où il y avait 3 arbres au mètre carré. À droite, c'est plus une plantation traditionnelle qu'on a en ville, là. Généralement, les arbres sont plantés dans une optique de développer leur canopée à leur déploiement maximum en fonction de l'espèce. Puis après ça, tu ajoutes toutes les contraintes de bâtiment qu'il faut que tu dégages. Sur l'image, on voit un lampadaire. On a à Montréal des distances de dégagement par rapport au lampadaire, dépendamment du type. On voit mal sur l'image, mais il y a un trait bleu au sol près de la fosse. Ça veut dire qu'il y a une entrée d'eau. Il faut aussi faire un dégagement. Puis quand tu ajoutes ça tout le temps, ben, ça fait en sorte que les arbres, en fonction des contraintes, s'éloignent de plus en plus chacun d'eux, puis on les plante au seul endroit où c'est possible de planter, versus les microforêts où c'est très, très dense. Pour ce qui est des jeunes arbres, encore là, l'image de gauche, c'est la même, mais à droite, on peut comparer avec les plantations qu'on fait généralement en ville. Donc, c'est des très gros arbres pour différentes raisons, mais c'est vraiment, on n'est pas dans la même game du tout entre les plantations habituelles versus ce qui est fait dans les forêts. Petite surface, il y a souvent une règle du pouce qui est nommée là, quand on cherche un peu sur les microforêts, c'est la superficie d'un terrain de tennis qui est environ 200 mètres carrés. C'est ce qu'on a fait sur l'image de droite à Rosemont de la Petite-Patrie, c'est 200 mètres carrés. Les deux autres images, on est à 300 mètres carrés, donc ça varie, mais souvent on entend parler de 200 mètres carrés, fait que ça s'intègre quand même bien dans un paysage urbanisé, ce genre de superficie. Puis la participation citoyenne, je vous le mentionnais. On a vu les images, ben, comme là, à droite, là, c'est les plantations traditionnelles. Les arbres sont tellement gros, ça implique de la machinerie. Il y a un aspect de sécurité publique là, par rapport à ça. On ne fait pas intervenir les citoyens dans les plantations qu'on fait généralement en ville, là, pas du tout. Tandis que les microforêts permettent la participation des citoyens due à la grosseur des arbres. Puis ils pourraient participer à différentes étapes, là, mais nous, on a choisi de les faire participer au moment de la plantation. J'ai eu différents groupes d'âge, j'ai eu des écoles, des citoyens du quartier, vraiment de toute classe d'âge, puis ça a super bien été toutes les fois.
Donc maintenant qu'on est un peu des experts du concept de microforêt, je voulais vous présenter qu'est-ce que ça a donné, comment on l'a appliqué à Rosemont-la-Petite-Patrie. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur cette diapositive-là, mais un élément que je voulais vous faire part, c'est que je parle souvent qu'on s'est inspiré de la méthode de Miyawaki. On en a fait une adaptation, mais on l'a pas copié-collé pour différentes raisons, là, mais il y a certains éléments qui, à mon sens, ne sont pas applicables dans notre contexte. Par exemple, tantôt, je vous parlais qu'on cherche à aller chercher des espèces de fins de succession. Un autre élément que je ne vous ai pas dit dans mes lectures, je voyais que le concepteur, Miyawaki, il voulait avoir une certaine diversité d'espèces, puis peut-être que chez lui, ça pouvait, là, mais il visait à avoir une cinquantaine d'espèces différentes d'arbres. Chez nous, si on, tu sais, il faut faire un choix. Si je veux aller vers la diversité puis avoir une cinquantaine d'espèces d'arbres différents, ben, je vais m'éloigner du concept de fin de succession sous nos latitudes. Fait que il faut faire un choix puis il faut adapter la méthode chez nous. Donc, c'est ce qu'on a fait puis on n'a pas eu le choix de le faire. Un autre élément, c'est l'entretien. Souvent, c'est publicisé comme des concepts qui, une fois la période d'établissement complétée, dans laquelle on fait de l'entretien d'arrosage des herbages, ces microforêts-là seraient autonomes puis ils ne nécessiteraient plus d'entretien. Puis ils vogueraient à leurs occupations sans qu'on aille à intervenir. Euh, je Là, on n'a pas un assez gros pas de recul pour voir l'entretien qui va être nécessaire, là, parce que c'est quand même récent. Mais je pense qu'il va en avoir à faire, là, parce que clairement, il va y avoir de la mortalité. Là, 2, 3 arbres au mètre carré, à un moment donné, ils vont mourir. Puis le moment où cette mortalité-là va arriver, ça va avoir une influence sur si on doit intervenir ou pas. Si les arbres sont encore très petits, très jeunes, on peut les laisser là, tandis que s'ils continuent à croître, puis éventuellement ils deviennent assez gros, puis qu'il y a des branches qui meurent ou l'arbre complet, puis que ça cause un danger pour la sécurité publique, c'est quand même quelque chose qu'en ville, il faut toujours penser. La sécurité publique, dans des environnements très urbanisés, il y a tout le temps un risque. Donc, il faudra intervenir. Puis là, il va y avoir de l'entretien à faire à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression qu'il va en avoir, malgré que ça soit présenté comme un concept qui, une fois que c'est établi, il n'y a pas d'entretien. Je voulais vous présenter rapidement aussi cette diapositive-là. Ça, c'est le résultat d'une recherche de 5 minutes là, quand tu cherches les avantages des microforêts. Puis juste si on prend la biodiversité, on voit sur cette page-là 18 fois plus importante, on voit 20 fois, on voit en bas 100 fois plus importante. Tu sais, c'est comme, premièrement, généralement, il n'y a pas de comparatif. Puis encore, s'il y a un comparatif, souvent, il n'y a pas de source rattachée à ça. Fait que je veux mettre en garde par rapport à ce genre de données-là qui sont présentées comme dans des grands titres, là, des fois pour présenter les microforêts. Ce qu'on sait, c'est que c'est un concept récent ici au Québec, puis qu'on n'a pas encore là un assez gros pas de recul pour voir évoluer puis avoir ce genre de données-là. Fait que même si il y avait des recherches liées à ça, puis qu'ils étaient juste pas cités, puis on sait qu'ils n'ont pas été faites chez nous. Fait que pour l'instant, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui a été fait chez nous. À Rosemont, on a commencé un projet de recherche avec l'Institut de recherche en biologie végétale qui ont commencé à récolter des données en 2023. Donc là, à l'été 2024, ils ont continué. Puis éventuellement, ils vont avoir plus de données sur l'évolution de ces microforêts-là, puis peut-être d'avoir quelque chose à répondre quand on demande qu'est-ce que ça donne les microforêts. Puis pour l'instant, on n'a pas. Donc, je vais vous montrer un peu en image ce que ça donne, les microforêts à Montréal. Ici, c'est la première qu'on a implantée en 2021. Donc, les arbres avaient 30 à 60 cm de haut. Là, si on euh, on a jusqu'à 3 années complètes de fait, mais c'est ce que ça donne. Oui. C'est ça, en gros, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un concept qui est intéressant dans des milieux très urbanisés où on peut diversifier le type de plantation qu'on fait parce que, comme je vous disais, généralement,
du moins dans des contextes comme Rosemont-la-Petite-Patrie où les plantations qu'on fait, c'est des arbres individuels où on va couper le gazon en dessous, puis ils sont pas dans une communauté, ben ça complexifie le type d'habitat qu'on peut avoir en ville, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement dans des endroits comme Rosemont. Puis ça permet aussi l'implication des citoyens qu'on peut pas avoir. Normalement, moi, dans mon contexte de travail, c'est assez rare que je travaille pour les citoyens, mais c'est rare que je travaille avec les citoyens. Puis c'est une très belle vitrine pour la profession aussi, parce que c'est rare que je peux rencontrer les citoyens. Puis dans un contexte comme ça, je passe la journée avec les citoyens, ils me posent des questions sur ce que je fais dans la vie, puis on a des beaux échanges. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle vitrine pour la foresterie urbaine, mais la profession en général aussi. C'est sûr que c'est un concept qui est récent chez nous, qui va devoir être étudié, puis qui devra être adapté, notamment. J'ai parlé d'adaptation qu'on a déjà faite, mais il y a aussi un pan de ce concept-là qui est le travail du sol, la préparation du sol, qu'on n'a pas nécessairement l'information à savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon. Peut-être qu'avec les recherches de l'IRBV, on pourrait essayer des nouvelles choses ou du moins, peut-être qu'en se fiant sur des recherches comme Dominique va vous présenter juste après moi, ça va donner des indices qui pourront nous aider pour la suite. Mais voilà, ça complète la présentation. Allô? Oui. Hop, qui est prévu. Je sais pas pourquoi ça m'a fait tout Ah bon, ça devrait être correct. OK. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Dominique Barrette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi des études en revégétalisation minière ont quelque chose à voir en foresterie urbaine. Alors, au fur et à mesure que je vais continuer la présentation, vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste mettre là. Je vais y aller avec. Je vais avec ça. Vous avez mis des effets. Je peux pas les enlever malheureusement. En tout cas, on va l'essayer, là, mais je pense pas que je peux les enlever tout de suite. Là. OK. Bon, je pense pas les avoir mis. OK, ben, je ne vais pas lire le titre parce qu'il est vraiment long, mais en gros, ça parle de la revégétalisation en milieu minier. Alors, avant de commencer à faire toute la présentation, je vais définir quelques éléments. Comme les plantes herbacées agronomiques, ça va vraiment trop vite. Ouais. On va essayer quelque chose. Désolé, des fois, ça va. Ouais. Boy, qu'est-ce que... Parce que je n'ai pas mis d'effet, vraiment pas. Désolé, en ligne, on fait ça aussi vite que possible. Je sais pas, franchement, je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça. C'est bien fait ça. Boy.
On pourrait passer aux questions peut-être pour Dominique. Oui, excuse Audrey, désolée. Ça serait peut-être un bon moment. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Est-ce que c'est exclusivement des arbres ou il y a également à l'intérieur là, des plantes ou, herbacées ou arbustives? C'était pas clair. Mon japonais n'est peut-être pas assez développé, là, mais de ce que je disais, il semblait avoir surtout des arbres, peut-être certains arbustes. Nous, on a planté en majorité des arbres, quelquefois des arbustes en pourtour. On voulait pas nécessairement qu'ils se fassent. On a vu que ça pousse vraiment vite, fait que je voulais pas qu'ils se fassent comme inondés puis qu'il y ait finalement qu'ils meurent parce qu'il n'y avait pas accès à de la lumière, là. Mais on a fait un petit mix majoritairement des arbres, mais c'est un peu libre à chacun d'adapter la méthode, là. C'est de recréer un écosystème ou différentes strates ou bien c'est principalement des arbres pour être... C'était, de ce que je disais, ça semblait être principalement des arbres. Ok. Ouais. Parce que rapidement, c'est ça, le couvert se ferme super rapidement, puis ils grandissent, là. Fait qu'il y a comme rien en dedans, là. Éventuellement, j'ai l'impression que ben, même rapidement, là, on va, si on réussit à pénétrer à l'intérieur, ce qui est déjà comme une job, là, vu que c'est tellement dense, il va y avoir rien, là, tout va être, il va y avoir comme à l'extérieur, tout va être vert, mais à l'intérieur, la lumière va tellement peu passer qu'il n'y aura pas grand-chose qui va, pas grand branche qui vont être vivantes en dessous, là. Merci. Moi, je me demandais quel type d'espèce vous avez planté, parce que je suis impressionnée de voir qu'après 3 ans, ça fait plusieurs mètres. Est-ce que vous avez privilégié des espèces à croissance rapide? Non, c'est ça. Initialement, c'était supposé d'être c'était des espèces plus de fin de succession. Dans l'image qu'on a présentée, c'était pas moi qui avait le dernier mot sur les espèces qui ont été plantées, puis certaines d'espèces plus de début de succession ont été plantées, ce qui pourrait expliquer aussi un peu la croissance, mais même on en a fait d'autres, puis le résultat pour l'instant est quand même constant, peu importe les espèces qu'on a mis à l'intérieur. Bonjour. Daniel Levers, mon nom, gradué de foresterie en 72, mais je trouve votre présentation excessivement intéressante parce que ça tombe à point nommé. Moi, je suis membre du conseil des quartiers à Saint-Ville et j'aimerais savoir si on peut avoir la présentation éventuellement pour leur présenter parce que actuellement, le problème qu'on a à Québec, entre autres, c'est l'agression contre les arbres et les espèces du milieu. Puis Rosemont et Petite-Patrie, c'est un coin que je connais très bien. Il n'y a pas énormément d'arbres dans ce coin-là. Du moins, il n'y a pas beaucoup de forêts urbaines, Non, là, non. mais il y a un bel effort de verdissement par l'arrondissement. Moi, ce que je veux vous amener, d'abord, je trouve que pour la foresterie, c'est une belle porte, parce qu'il y a déjà 2 ingénieurs forestiers qui sont là-dedans. C'est une belle porte ouverte sur de la nouveauté intéressante et qui correspond à un besoin pressant. Je vous donne un exemple rapide et je vais terminer là-dessus. À Charlebourg, où je demeure, on avait un beau parc, pas loin de lui. Ça a tout été détruit. On a construit supposément des HLM où il y avait 71 logements. C'était un gros bloc en béton. Et là, il n'y a plus rien. Moi, je voudrais vous amener à penser à ce concept-là que vous amenez de microforêts dans un contexte global d'aménagement du milieu. On ne peut pas arriver et faire des petits aménagements ici et là sans penser qu'on ne fait pas un aménagement global du milieu. Exemple, si tu en fais beaucoup de petites micro-forêts comme ça, et la ville de Montréal arrive et implante des gros blocs appartements un peu partout, ben, c'est pas mauvais. Mais je trouve que ça vient écraser tout. Alors, ça, c'est un aspect qu'il faudrait parler. Et là, tu disais qu'avec la population, tu travailles pour la population, mais pas avec la population souvent. Mais je pense que c'est là qu'il faut aller. Avec ben, je ne sais pas à Montréal comment ça marche, mais à Québec, avec les conseils des quartiers. Et il y a énormément à faire là-dessus. Moi, je suis plus âgé, mais il y a beaucoup de choses à faire et de déterminer les priorités. Alors, moi, je trouve vos 2 aspects, parce que l'autre, je le connais aussi, excessivement intéressant. Je vous remercie beaucoup.
Merci de l'intervention. C'est un élément que j'ai pas eu le temps de traiter, mais à Rosemont-la-Petite-Patrie, ils ont mis en place un plan directeur de biodiversité dans lequel ils identifiaient des endroits à l'arrondissement pour prioriser, pour mettre, eux, ils appelaient ça dans leur plan des forêts à 3 strates, là. Fait que c'est dans ces endroits-là identifiés par l'arrondissement, globalement à l'échelle d'arrondissement, où j'ai établi mes micro-forêts. C'est comme un premier pas pour aller dans le sens, appuyer le plan directeur de biodiversité de l'arrondissement. Fait que ça a été quand même pensé dans une échelle plus globale au moment où je l'ai fait à Rosemont. Moi, tu as effleuré le sujet un petit peu sur le sol là, en plantation. Puis ça peut ressembler à quoi? Parce que c'est-tu comme une grosse fosse de plantation que tu fais sur 200 mètres carrés avec terre végétale paillis ou y a-tu un concept qui est un peu différent par rapport à ça? Qu'on a fait, puis on a mis on a fait passer le rotoculteur dans le sol. On a ajouté de la terre. À Montréal, il y a des mélanges qui ont été développés pour les arbres, d'autres pour les autres végétaux vivaces et compagnie. Fait que j'ai pris le mélange Ville de Montréal arbre, si je peux dire, qui est pour amener du nouveau sol. Puis la plantation s'est fait dans ce sol-là. Puis ensuite, on a été mettre du paillis par-dessus. Mais comme je disais, c'est quand même un élément qui serait éventuellement à voir, essayer des différentes techniques. Est-ce qu'on fait un engrais vert? Est-ce que il y a plein de possibilités qui seraient à voir s'il y a différents résultats, là. Mais c'est sûr que les sols ne sont pas nécessairement bons là, aux endroits où j'ai mis. Il y a quand même beaucoup de parcs à Montréal que c'est des anciennes carrières qui ont été des dépotoirs, qui après ça ont été des parcs. Fait que, les sols ne sont pas nécessairement bons. Fait que ça aussi, ça peut avoir une influence sûrement sur le résultat. Ben, merci. En fait, j'ai quelques questions en ligne, puis après ça, on va passer à Dominique, si ça te va. Il y a une personne qui aimerait savoir c'est quoi l'évocation des sites avant les microsites. Tu as parlé de dépotoirs, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, ben là, juste avant l'implantation des microforêts, on en a implanté en parc là, parce que c'est tout sur des terrains publics qu'on a mis. Puis on n'a pas vraiment de terrain public qui était juste vague, là. Donc, c'est des petites parcelles en parc où il y avait du gazon. Puis c'est des endroits, il y a toute une planification parce que des fois, on voit un endroit en parc qui semble potentiel pour de la plantation, mais tu te rends compte que l'été, on avait ça à Rosemont, c'est un terrain d'ultimate frisbee, tu sais, puis il n'y a comme aucune installation qui marque que c'est un terrain sportif, mais il est utilisé. Tu ne vas pas aller planter une microforêt en plein milieu de ça. Puis d'autres places où il y a des pentes de glisse l'hiver. L'été, tu ne te rends pas nécessairement compte que c'est utilisé dans une autre saison. Fait que il faut regarder ça, mais c'était dans des parcs, là. On a une autre question aussi, c'est est-ce que la Ville a réalisé une étude analyse coût-bénéfice pour évaluer la faisabilité à long terme des microforêts en tenant compte des ressources nécessaires comme la main-d'œuvre, le financement, l'implication communautaire, puis les défis avec les coûts cachés? Non, ben il n'y a pas ce genre d'étude-là. L'étude qui est en cours, c'est par rapport à ce que ça va donner les microforêts, les bénéfices que ça peut apporter. Côté financement, là, c'est pas quelque chose qui est très cher. La main-d'œuvre pour planter, on a fait venir des citoyens, puis ils ont planté avec nous. C'est pas quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Là. C'est quelque chose, je le faisais toute seule, puis ça ne demandait pas beaucoup de planification. Versus aussi la plantation d'un arbre en ville, là, ça peut aller avec l'entretien, un arbre individuel, là, puis ça, ça peut aller au-dessus de 1 000 $, 1 300 $ planter un seul arbre là, en ville, là, avec toute la main-d'œuvre qu'il y a besoin, l'arrosage qu'on a besoin pendant sa période d'établissement, les tailles de formation. Fait que planter un arbre en ville, c'est déjà très cher. Là. Vous savez, il y a une autre question de M. Bergevin. Comment avez-vous convaincu les décideurs à ce type de technique? Ben, honnêtement, à Rosemont encore, c'est un quartier tellement vert. Les citoyens, c'est sûr que les citoyens sont très impliqués dans leur communauté. Ils ont une conscience environnementale quand même bien développée. Puis, ça se reflète dans les choix de politique, les personnes pour lesquelles ils votent et qui sont en place.
Fait que c'était comme un contexte parfait où le concept, certaines personnes ont vu des vidéos du concept ailleurs, puis ça c'est venu jusqu'à moi. Après ça, des citoyens en ont parlé aux élus, ça l'a descendu à moi, puis les élus étaient déjà, c'est un peu eux qui ont amené le concept, qui seraient intéressés à le mettre en place. Les citoyens étaient intéressés à participer, donc on n'a rencontré aucune difficulté de participation des citoyens ou de la mise en place des élus. Une fois qu'on les a mis en place, après ça, il y a eu de la publicité de la part de nos communications, mais on a passé au téléjournal, ça a passé à la Semaine verte, puis là, plein d'autres arrondissements ont vu le concept, puis là, ils ont emboîté le pas, là, mais si ça devait se présenter, je pense que Rosemont était l'arrondissement parfait pour mettre ça en place, puis après ça, ça l'a fait des petits partout, là. Merci. Puis, une dernière, 2 questions qui sont sur le vandalisme. Est-ce que vous avez eu des soucis avec ça? Non, c'est une des raisons pourquoi on ne plante pas des petits arbres en ville, là, parce qu'on s'en est déjà fait voler, vandaliser, des trucs comme ça. Puis à cet endroit-là, on n'a pas eu ça. C'est sûr qu'on a clôturé. La clôture, si quelqu'un, tu veux dire, c'est très facile de passer par-dessus, mais ça reste comme quelque chose de visuel qui n'était pas supposé d'avoir quelqu'un là. Fait que les gens sont peut-être plus craintifs d'aller à l'intérieur ou quoi que ce soit. Puis le fait de faire participer les citoyens, j'ai l'impression que ça fait une petite vigie de gens qui l'ont planté, qui se le sont appropriés, qui habitent le quartier, qui peuvent informer les citoyens sur qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le concept, c'est quoi l'intérêt. Puis on n'a pas eu jusqu'à date rien de marquant pour ça. Et merci beaucoup. Donc, Dominique, on est prêt à t'écouter. Alors, je ne sais pas où j'en étais, mais je vais tout simplement résumer le titre que j'ai travaillé sur la revégétalisation minière. Puis c'est quoi le rapport de la revégétalisation minière avec la foresterie urbaine? C'est que des fois, les villes ont certains terrains qui sont soit déminéralisés ou soit en roche de pierre, puis qui veulent revégétaliser. Puis c'est là où mes résultats de recherche peuvent servir en foresterie urbaine. Alors, avant de passer à la présentation, je vais quand même définir certains concepts parce que sinon, ça va être un peu compliqué de me suivre. C'est quoi des herbacées agronomiques? Ce sont tout simplement des graminées ou des légumineuses qu'on se sert dans nos terrains agronomiques. Leur particularité, c'est que souvent, ça a été des cultivars. Donc, c'est des herbacées, c'est des graminées ou des légumineuses qui ont été favorisées pour maintenir des milieux très difficiles. Alors, quand je parle d'herbacées agronomiques, je fais référence à des graminées et des légumineuses. Qu'est-ce que c'est des résidus miniers? C'est quand on fait de l'exploitation minière, surtout puis au Québec, on fait l'exploitation minière surtout en forêt boréale. On a 2 types de déchets miniers qu'on appelle les stériles miniers ou les résidus miniers. Moi, j'ai travaillé sur la partie résidus miniers, puis d'autres personnes revégétalisent aussi les stériles miniers. C'est qu'un peu, en gros, pour expliquer, c'est qu'on arrive, on fait des forages, on voit qu'il y a un dépôt du minerai, il y a des filons d'or. Alors, on détruit toute la forêt boréale. On prend quand même les parties organiques du sol qu'on gratte, puis qu'on met en pente, puis on les garde pour plus tard. Puis ce dépôt de sol plus organique qu'on met en pente, on appelle ça le sol superficiel arable, ou bien en anglais topsoil. Puis comme vous savez, un doctorant, on doit faire 3 articles scientifiques, fait que, je vais utiliser le mot topsoil, puis j'ai quelques mots anglais, puis je m'en excuse, mais on est obligé de publier en anglais. Alors, les résidus miniers, c'est en gros, une fois qu'on a enlevé toute la partie organique du sol, puis qu'on arrive au dépôt minéral, on fait exploser le bedrock, je ne sais pas comment dire ça en français, mais on fait exploser la partie minérale, la roche-mère, merci. Puis puis cette roche-mère-là qui a des filets d'or ou
qu'il y a des filets, ou pas juste d'or, il y a aussi d'autres minéraux qui ont une valeur commerciale. On le met en convoyeur de côté, puis le reste, c'est des stériles miniers simplement qu'on rejette. Ce qu'on a mis dans le convoyeur qui a un potentiel en or, c'est rebroyer, c'est reconcassé, puis on fait passer du cyanure pour aller chercher, pour extraire chimiquement le minerai de valeur, dont dans mon cas, c'était du minerai d'or. Puis, alors on fait avec ça des lingots d'or, puis tout ce qui est la roche concassée dont on a eu une extraction chimique, elle est rejetée dans des barrages. Ces barrages-là qu'on appelle, c'est des barrages de résidus miniers, puis c'est énorme, c'est des lacs à ciel ouvert de roches minérales. Puis la particularité de cette roche minérale-là, c'est qu'elle n'a aucune matière organique, aucun micro-organisme, c'est vraiment de la poussière minérale. Alors, tout ce qui peut pousser dans cette poussière minérale-là, c'est des herbacées agronomiques. C'est pour ça qu'on utilise les herbacées agronomiques en première étape de revégétalisation. Puis alors ça, c'est juste un exemple de revégétalisation de stériles miniers. Puis, pourquoi on a fait une recherche sur ça? C'est que les minières, quand il y a une fermeture d'une mine, les minières doivent s'approprier du site puis le revégétaliser. C'est une loi qui a été maintenant instaurée au Québec. Puis alors, en faisant ça, c'est qu'ils doivent commencer de revégétaliser les résidus miniers. Puis la seule chose qu'ils ont réussi à faire pousser, c'est des herbacées agronomiques. Alors, l'habitude que les minières font en ce moment, c'est qu'ils prennent un mélange de graminées et de légumineuses sans savoir si ce mélange-là est le plus optimal pour la succession forestière qui suit. Alors, on ne sait pas, ils le font comme bon, on va faire un mélange, puis ils ne savent pas si ce mélange est le plus optimal. Alors, c'était moi, mon étude, je voulais savoir exactement est-ce que 100%, si on met que des graminées, ça va aider à la succession forestière, ou bien est-ce que 100% de légumineuses est meilleur, ou bien le mélange des deux qui est le mélange en ce moment utilisé. Fait que ça, c'est juste vous montrer un site, un barrage minier qui est devenu revégétalisé. C'est dans l'Estrie. Puis, pourquoi les minières maintenant doivent faire de la revégétalisation minière? C'est que c'est à cause de la pression sociale. Alors, merci à nos citoyens qui ont fait de la pression au niveau des minières. Qu'est-ce que les résidus miniers ont comme particularité? C'est que c'est de la poussière de roche. Alors, aussitôt qu'il y a du vent, ça amène des particules de poussière partout. Pour les citoyens qui restent à côté d'une mine, c'est vraiment pas intéressant. Puis, les particules de poussière sont très nuisibles à la santé humaine. Alors, il faut rapidement s'occuper de l'érosion de la poussière de roche par des herbacées agronomiques. Fait que ça explique tout simplement ce que je viens de dire. Puis ça aussi. Fait que où est-ce que mon étude a été faite? Ça a été fait à Malartic, à Canadienne Malartic. C'est pas loin entre Val-d'Or puis Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, c'était une mine d'or. Alors, c'était un parc à résidus d'une mine d'or. Ça, c'est mon sentier expérimental. J'ai fait des blocs aléatoires. On a quand même des fonds de recherche limités. Alors, ultimement, j'aurais voulu faire 5 blocs, mais j'avais des fonds pour 3 blocs. Dans mes blocs de recherche, j'ai mis 5 parcelles. Alors, les 5 parcelles constituent une, c'était le contrôle. Alors, c'était que des résidus miniers. L'autre, c'était 100% graminées. L'autre, 100% légumineuses. L'autre parcelle, c'était un mélange des deux. Puis la parcelle qu'on appelle la parcelle contrôle, c'était le topsoil qu'on met par-dessus les résidus miniers. En ce moment, les Américains utilisent beaucoup la méthode d'utiliser le topsoil pour revégétaliser leur site. Surtout, eux, ils ont surtout du charbon.
Mais ça reste que nous, en Abitibi, le topsol, on n'en a pas des tonnes, puis on a des sites qui sont vraiment immenses. Alors, ça coûte très cher aux minières d'utiliser du topsol pour revégétaliser les sites. C'est que ça, c'est tout simplement une image. Ici, on voit la première image, on voit que c'est le contrôle. Alors, on voit qu'il n'y a que des résidus miniers, puis on voit qu'il n'y a absolument rien, qui a pu pousser. Puis un peu plus loin, on voit les différents traitements, soit 100% graminées, soit 100% légumineuses. Puis le dernier au bout complètement, c'est le topsoil. Ça, c'est les différentes plantes agronomiques que j'ai utilisées. J'ai utilisé du trèfle, du lotier. L'orge, c'est la plante parente. C'est une plante annuelle qui sert à briser un peu la couche de résidus miniers. Puis, elle s'en va au fur du temps parce qu'elle est annuelle. Puis, on a mis aussi comme graminée de l'agrostide, l'alpis roseau et puis le lolium. Comme essence forestière que j'ai utilisée pour l'étude, j'ai utilisé le bouleau à papier, le pin gris, le mélèze, puis le Salix millabana, c'est un saule. C'est pas un saule indigène, j'en suis super consciente, mais c'était le seul qu'on avait disponible en bâton, fait qu'on l'a pris pour l'étude. OK, c'était quoi? J'ai fait une analyse initiale de mes sols, du topsol versus les sols de résidus miniers. Puis pour les macro-éléments, on voit aussi juste l'azote. On voit que pour les topsols, j'en ai beaucoup plus que pour les résidus miniers. Pour le potassium, c'est un peu normal que j'en ai plus dans mes résidus miniers que dans mon topsol parce que le potassium, c'est un élément qu'on a dans la croûte terrestre, fait qu'on en a quand même plusieurs. Puis comme tout a été concassé, ben le potassium s'est montré quand même plus fort dans mes résidus. Puis le phosphore, ben, c'était à peu près égal dans les deux cas. Alors, la première étude, comme je vous ai dit, le doctorat, c'est trois chapitres scientifiques. La première étude que j'ai faite, j'ai voulu savoir comment mes herbacées agronomiques affectaient les sols du point de vue physico-chimique. Et puis, l'autre chose que j'ai fait dans le même chapitre, j'ai voulu voir que si on plante des espèces pionnières, comment ils se comportent dans les différents traitements que j'ai étudiés. Alors, pour la raison qu'on voulait voir les propriétés physico-chimiques des herbacées agronomiques, c'est qu'on sait que les racines de différentes plantes ont des effets sur les propriétés physiques du sol. Fait que si on voit, par exemple, une racine qui est longue et puis qui est très échevelonnée, c'est-tu le bon mot? En tout cas, qui a beaucoup de radicelles, ces radicelles-là forment des agrégats. S'il y a plusieurs agrégats du sol, ça fait des macroporosités. En tout cas, macropare, c'est ça. Merci, Audrey. Puis alors, ça crée ça crée des propriétés physiques différentes. Fait que chacune des plantes herbacées avait des particularités en elles-mêmes. Ici, c'est juste pour vous montrer les carottes de sol que j'ai pris. Puis ça, c'est les premiers résultats des propriétés physico-chimiques. Alors, comme entre les graminées puis les légumes, il n'y avait pas... Puis c'était vraiment au début, mon étude était vraiment au tout début de l'implantation des herbacées agronomiques. Ça fait que ce n'était pas une étude après 5 ans ou après 10 ans. On voulait vraiment voir au tout début qu'est-ce qui se passe. Parce que plusieurs études, c'est après 5 ans ou après 10 ans. Ça ne nous donne pas une fenêtre d'information sur qu'est-ce qui se passe au tout début. Mais qu'est-ce qui se passe au tout début? Il n'y avait pas de grande différence entre mes traitements. Fait qu'entre les graminées, les légumineuses puis le traitement mixte, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Par contre, pour le topsoil puis pour les autres traitements, il y avait une différence significative, surtout
dans la région des 5 premiers centimètres du sol. C'est là où vraiment tout se passe. Puis j'ai utilisé cette information-là quand j'ai fait j'ai suivi les microforêts d'Audrey, puis j'ai utilisé le rotoculteur pour réintroduire justement tous les minéraux de mon sol, puis ça a très bien fonctionné. OK, alors, ça c'est la deuxième partie du premier chapitre. C'est comme je vous ai expliqué, on a planté des essences pionnières dans les traitements. Ici, c'est un traitement de légumineuses. Puis on voit ici qu'on a planté ici des saules. Puis on voit ici qu'on a planté, en fait, c'est un traitement mixte, pardon. Puis on voit ici qu'on a planté du pain gris, puis il n'est pas fort. Il est vraiment pas fort. Alors, l'analyse, qu'est-ce que ça nous a donné? C'est que le boulot, pourquoi je n'ai pas de résultat sur le boulot, c'est que le boulot a été complètement, il n'a pas survécu aux résidus miniers, mais alors pas du tout. Puis, j'ai expliqué ça, que le boulot a besoin d'un sol qui est plus aéré, puis les résidus miniers, c'est quand même pas un sol qui est très aéré. Le pain gris puis le mélèze ont quand même tenu, ils ont quand même survécu. Puis, mais il y a pas eu, j'ai pas trouvé de différence entre les traitements pour ces deux essences-là. Par contre, pour le sol, j'ai eu une différence énorme pour quand on le plantait dans les légumineuses. Le sol s'est mis à pousser dans les légumineuses comme c'est pas possible. Alors, ma biomasse racinaire du sol était vraiment plus importante que tout le reste. Puis on voit aussi pour la hauteur de mon sol, vraiment une différence significative dans mes résultats que tout le reste. Ça fait qu'ici, on voit la technicienne forestière qui tient. On a commencé avec des boutures de sol qui avaient un bourgeon, puis ça, c'est le sol, la hauteur du sol après 2 ans, deux étés de croissance en Abitibi. Ça fait que vous pouvez voir que ça a vraiment fonctionné entre les légumineuses puis le sol. Par contre, si on met le sol en monoculture, il n'y aura pas pas du tout, alors pas du tout la même réaction. Mais le sol associé avec les légumineuses qui, en décomposition, apportent l'azote au sol, le fait vraiment pousser rapidement. Puis ça, c'était un des points positifs de l'étude parce que souvent, on étudie la bioénergie, puis on met tout en monoculture, tandis que peut-être faudrait revoir les plantations de bioénergie et les mettre en association. Alors, le chapitre 2, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu voir la diversité floristique parmi les différents traitements. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis des quadras dans mes différents traitements, c'est-à-dire j'ai mis 10 quadras dans mes légumineuses, 10 quadras dans mes graminées, 10 quadras dans le traitement mixte, 10 quadras dans le topsoil, puis 10 quadras dans le contrôle, c'est-à-dire juste les résidus miniers. Puis, j'ai mesuré toutes les plantes qui poussaient dans chaque quadrat. Fait que chaque carré de 20 cm par 20 cm, j'ai relevé chaque plante. C'était vraiment long et fastidieux de faire ça parce que je devais relever toutes les plantes. Ici, on voit que le quadrat est dans du topsoil. Le topsoil a une particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de roches de stériles qui sont mélangées avec le topsoil parce qu'ils ne peuvent pas faire une séparation parfaite. Puis, j'ai observé que ces roches-là ont beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire qu'ils aidaient aux plantes à être retenues. Puis après ça, j'ai cherché plus loin comme des articles aux États-Unis puis il y avait justement un article qui disait qu'il faut laisser des déchets, que ce soit des bouts de bâton ou des roches, des stériles sur le terrain pour aider à la revégétalisation. Fait qu'ici, on voit un astère dans mon traitement topsoil à droite, puis on voit aussi dans mon traitement de légumineuses un sol spontané qui est venu spontanément s'installer. Ce qui est quand même super encourageant parce que si notre végétalisation avec des légumineuses nous dit, OK, ben les sols, ça c'était un sol bicolore, les sols vont venir graduellement s'installer,
bien, éventuellement, on va avoir bon, une forêt pionnière, puis éventuellement une forêt plus dense, une forêt à maturité. Ben, pas à maturité, mais de dernier, je sais pas comment dire ça, dernière phase de forêt, là. OK. Ça fait que, qu'est-ce qu'on a mesuré pour vérifier justement dans les parcelles, voir la colonisation qui s'était faite, c'est avec les indices de Simpson puis Shannon. Ça, c'est tout simplement des indices de biodiversité qui nous aident à calculer la biodiversité. C'est des indices de biodiversité. Ça tient compte c'est un calcul mathématique qui tient compte de l'abondance des espèces multipliée par la, le ln de, des, de la diversité des espèces. Fait que ça tient compte de l'abondance et de la diversité. On voit, j'ai fait le calcul, j'ai fait les analyses avec toutes les espèces, puis une analyse avec les espèces. J'ai utilisé seulement les espèces indigènes. Euh, puis parce que quand j'ai fait mes relevés, j'avais aussi des espèces qui n'étaient pas indigènes. Puis pour le topsol, ça fait pour les espèces indigènes, on voit que le topsol a vraiment, puis c'est normal que les résultats donnent ça, le topsol a vraiment des bénéfices pour les espèces indigènes. Puis pour les traitements, on n'avait pas vu de différence significative. La même chose pour la richesse spécifique, c'est le topsol arrive en premier, puis il n'y avait pas vraiment de différence entre les traitements pour la richesse. Par contre, quand on a fait l'analyse de le POA, on a vu que dans les légumineuses, il y a une flèche ici qui pointe, puis c'était une espèce invasive envahissante. C'est le chénopode blanche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite plante vraiment invasive. Puis ça a comme faussé un peu les résultats. Puis, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu ce chénopode-là, le traitement de légumineuses aurait été, à mon avis, il aurait donné plus de diversité. Fait que le dernier chapitre, je vais être vraiment rapide. On a utilisé le dernier chapitre, on voulait voir qu'est-ce que les graminées puis les légumineuses faisaient comme microclimat. Puis c'était l'analyse du rayonnement de soleil. On a fait aussi l'analyse de l'humidité du sol. Puis on a fait l'analyse de pH, le pH. Alors, ici, c'est encore une vue du traitement, mais ici, ça devient comme, on voit que dans les 5 premiers centimètres du sol, c'est vraiment là où ça joue. On voit que le topsol retient mieux l'humidité, puis après ça, c'est suivi des graminées. Puis on va expliquer, vous allez voir que ça va expliquer aussi les résultats. Fait que qu'est-ce qu'on a fait pour voir les effets du microclimat? C'est qu'on a planté, on a ensemencé, je pense que c'était 500 graines par quadrat. Puis chaque graine qui a germé, on les a calculées. On a calculé, je ne sais pas combien en tout. Puis ça, ici, on voit la germination du mélèze, puis on voit la germination du pain-gris, puis sous l'effet justement du microclimat. Alors, pour calculer la germination, il faut avoir la germination initiale des semences. Alors, à quel taux c'est quoi leur potentiel de germination? Puis on voit que le pain-gris a un excellent potentiel de germination par rapport aux autres. Le boulot à papier, c'est 30, mais sur le terrain, il n'a pas du tout germé. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné? C'est que la survie des graines qui ont été semées dans les différents traitements, qu'est-ce que ça a donné? C'est que le topsol favorisait bien sûr la germination du pain-gris, du mélèze, mais il n'y avait pas d'effet du topsol pour le bouleau.
Puis les légumineuses, par contre, n'étaient pas le traitement le plus efficace pour les conifères. Alors, qu'est-ce que ça nous a dit? C'est que comme les graminées exercent à cause de leur physiologie, ce sont des plantes qui sont hautes, donc qui créent une espèce d'ombre, d'ombre qui amène une humidité du sol, puis qui favorise le pain gris, puis le mélèze, qui ont besoin de plus d'humidité pour germer. C'est pour ça qu'on a obtenu ces résultats-là. Mais pour le boulot, c'est que à la fin, c'est qu'on avait mis 500 graines graines de sol, je m'excuse. Puis on s'est rendu compte qu'en y pensant, c'est qu'après l'étude, c'est que si on met des graines de saule 500 puis on met 500 graines de pain gris, ça ne marche pas parce que les graines de saule sont tellement petites. Puis justement, la stratégie des arbres pionniers, que ce soit le saule ou le peuplier, c'est qu'ils produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines pour que quelques-unes survivent. Si mes graines de saule n'ont pas survécu, c'est que j'aurais dû en mettre 3 fois plus pour arriver à la même probabilité de survie du pain gris puis du mélèze. Alors, la recherche, qu'est-ce qu'elle a contribué? C'est qu'elle a contribué à voir qu'il y a une association entre le sol et les légumineuses. C'est super important dans le sens qu'on a cherché à savoir pourquoi, bon, on sait que le sol va profiter de l'azote des légumineuses, mais pourquoi une si grande croissance? Puis c'est après ça qu'en faisant des recherches, c'est que le saule et le peuplier qui font partie de la famille des sabicacées, c'est qu'ils ont on appelle ça des endophytes. Les endophytes, c'est un micro-organisme qui est soit un champignon, soit une bactérie qui s'associe avec les racines des arbres pour aider à sa croissance. C'est différent des mycorhizes. Vous allez peut-être penser que c'est comme des mycorhizes, mais c'est un peu différent. Puis alors, c'était les endophytes qui ont aidé le peuplier et les légumineuses à faire ce type d'association-là. La recherche a aussi indiqué que le bouleau à papier n'était absolument pas une essence utile en revégétalisation minière, puis que les graminées apportent quand même une humidité au sol que les légumineuses apportent moins. Ça fait que finalement, la conclusion, c'est que oui, le mélange mixte serait approprié, mais en mettant une proportion de légumineuses beaucoup plus forte que les graminées. Puis c'est ça. J'ai terminé. Ouais, est-ce qu'on avait des questions? Merci de votre présentation. Dans votre présentation, il y a une fois que vous avez mentionné un terme que j'attendais, les mycorhizes. Le premier projet majeur de revitalisation qu'il y a eu au Québec, à Manic 5, c'était fait par André Fortin avec les mycorhizes et avec le saule, pas le saule, l'Alnus rugosa. Et j'ai remarqué que vous avez été surtout au niveau des plantes en Abitibi. C'est un territoire que je connais bien, j'ai travaillé là 5 ans, à grandeur de l'Abitibi. Et Malartic, je connais ça. Et c'est une grosse problématique que vous avez à affronter parce que c'est un problème immense. Ceux qui ont la chance d'avoir Google, vous irez voir la ville de Malartic aujourd'hui, là, avec les dépôts miniers, c'est une catastrophe écologique. Et même si ça a été revitalisé. Est-ce que vous avez pensé à l'approche mycorhize avec de l'aune? Parce que là, vous amenez des graminées, vous amenez du saule qui n'est pas d'ici, et le mélaille, qui n'est pas une essence majeure en Abitibi. Il n'y a pas d'épinette noire là-dedans. Il y a du pain gris, qui est une essence secondaire après feu. Je ne sais pas, moi, dans l'approche, je ne sais pas si ça serait intéressant que vous parliez, je ne sais pas si c'est encore en vie, de toute façon, avec André Fortin ou des gens qui ont fait de la revitalisation, de la revégétalisation de sites,
Parce qu'à Manic 5, quand André nous l'a présenté, c'est mon ancien prof à la faculté, c'était de la pierre, là, puis des résidus. Puis je suis allé sur le site. À cette heure, là, c'est de l'aune, puis après l'aune, il s'est installé d'autres choses. Je pense que c'était une approche intéressante. En Abitibi, je ne sais pas, moi, surtout à Malartic, qui est dans le centre de la ville où ça a été fait, les gens attendent après ça, comme à Rouen ou comme une place qui avait un problème de même à Tête-Formaine où que ça existe depuis 75 ans. Black Lake, qui ont changé le nom parce que les gens n'aimaient pas ça, ils ont appelé ça Val-des-Sources. C'était une problématique majeure qui va s'amplifier au Québec. Aux États-Unis, on n'en parle même pas. Ça va être considérable. Puis tout ce qu'il y a d'écologie, d'environnement, ils vont mettre ça de côté. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Votre problématique est intéressante. Mais je ne sais pas au niveau de l'approche. Peut-être que. L'autre affaire, je m'engage, si vous me fournissez tous les termes, à vous fournir tous les termes français. Moi, je travaille en inventaire forestier, puis les sols, puis tout ça. Je vais tout vous donner tous les termes. Il y a un guide de terminologie qui existe. Ça va me faire plaisir de vous le donner pour vos présentations futures. Merci. Je trouve ça intéressant. Est-ce que je peux commenter? Ouais, je m'excuse pour les termes anglais. J'ai pas eu le temps de. Mais pour ce qui est de l'onde, c'est le Frankia qui est le microbe ou c'est du Frankia qui apporte l'azote. C'est une association de ce champignon-là avec l'onde. L'onde en lui-même, il va pousser dans des milieux qui sont peu organiques. Mais si on met l'onde avec le sol, on retrouve le même phénomène. C'est-à-dire qu'on retrouve une accroissance vraiment majeure du sol en association avec l'onde. Si on met l'onde seulement seule, même s'il y a des mycorhizes, parce que dans le fond, les mycorhizes, c'est de M. Fortin, je ne veux pas du tout, puis je ne suis pas du tout une experte en mycologie, mais les mycorhizes, ça reste que c'est des champignons c'est des champignons qu'on importe. Dans ce groupe de champignons-là, il y a un champignon, j'ai oublié son nom, qui s'appelle quelque chose, qui est un champignon qui est super agressif, puis qui n'est pas nécessairement indigène au milieu forestier qui est en place. Et les recherches ont démontré que, en fait, c'est meilleur de prendre du sol forestier en place qui est mycorhizé naturellement, puis de le mettre en revégétalisation au lieu d'aller chercher des mycorhizes qu'on a fait artificiellement, commercialement. Nous, on a mis un petit peu de mycorhizes au début pour faire partir les plants, mais pas assez pour pas assez que ce soit un paramètre important dans les calculs. Bon, ben, merci beaucoup. Ça va conclure. On n'a plus beaucoup de temps, là, fait que si jamais il y a moyen d'avoir les coordonnées à Audrey et Dominique, si jamais vous avez des questions. Donc, merci beaucoup à tout le monde et